30% de hausse du prix du lithium, près de 100 000 tonnes enfouies sous un pays qu'on dit pauvre. Au moment où le Mali est décrit comme un État fragile, ses sous-sols deviennent la clé silencieuse des batteries et des empires énergétiques, et bousculent ceux qui pensaient que le Sahel resterait à la marge. Que signifie ce décalage pour ceux qui regardent Ibrahim Traoré défier l'ordre établi au nom de la souveraineté malienne, car derrière ces chiffres apparemment abstraits se dessine peut-être l'un des tournants décisifs du siècle. Cette exploration promet de dévoiler ce que les discours officiels et les analyses superficielles refusent souvent d'admettre. La crise malienne n'est pas d'abord une affaire d'idéologie, mais un affrontement structuré autour des ressources stratégiques. L'enjeu central, comprendre comment les minerais redéfinissent le pouvoir, éclaire d'un jour nouveau les fermetures de frontières, les tensions régionales et les récits contradictoires diffusés à l'étranger. Dès que l'on replace les données minières, les décisions politiques et les réactions internationales sur la même ligne de lecture, une architecture beaucoup plus cohérente apparaît, révélant les intérêts qui s'entrechoquent, les pressions discrètes et les paris risqués sur l'avenir énergétique. Mais pour saisir pleinement ce basculement, il faut examiner les mécanismes: influence économique, rivalité diplomatique, contrôle des zones minières, qui déterminent qui peut extraire, transformer et vendre les ressources essentielles aux technologies de demain. Et derrière chaque statistique se cache une question simple: jusqu'où un pays peut-il aller pour protéger ce qui assure sa survie économique? Les premières données révèlent une rupture que peu d'observateurs avaient anticipée. Près de 100 000 tonnes de lithium ont été confirmées par l'étude nationale de janvier 2025, et leur valeur stratégique a explosé avec plus de 30% sur les marchés mondiaux en seulement 6 mois. Cette progression fulgurante transforme silencieusement le Mali en un nœud énergétique incontournable, renversant l'image longtemps figée d'un territoire périphérique et vulnérable. C'est dans ce contexte que les décisions décrites comme abruptes prennent un tout autre sens. La fermeture totale des frontières, annoncée le 10 octobre 2025, n'est plus une simple réaction politique, mais un verrou stratégique destiné à empêcher l'entrée d'acteurs cherchant à sécuriser des positions autour des mines. Les tensions présentées par certains médias comme des symptômes d'instabilité se lisent, en réalité, comme le résultat logique d'une ruée internationale vers des ressources rares. Derrière le décor des récits sur les coups d'État ou la radicalité supposée, se dessine une lutte plus profonde où chaque part de minerai équivaut à une part d'influence mondiale. Dans cette dynamique, la figure d'Ibrahim Traoré devient un prisme essentiel, non pas pour ses discours, mais pour l'effet concret de ses décisions: armement des civils pour défendre les zones sensibles, dissolution d'instances électorales financées par l'étranger, affirmation répétée de la souveraineté énergétique comme fondement d'un nouveau modèle. Chaque geste, souvent perçu comme frontal, répond à une logique de verrouillage progressif du territoire afin de limiter les pressions extérieures et consolider la maîtrise nationale des ressources. Ainsi, les événements qui semblent disparates, affrontements aux frontières, révision de contrats miniers, taxation exceptionnelle des profits étrangers, relèvent d'une même chaîne causale: la prise de conscience collective que le sous-sol malien n'est pas seulement une promesse économique, mais un champ de confrontation géopolitique. C'est cette continuité, longtemps ignorée, qui permet de comprendre pourquoi la région devient un espace où se croisent ambition globale, résistance locale et stratégie de survie. Pour saisir comment le basculement malien s'est opéré si rapidement, il faut suivre ceux qui, dès les premières tensions, se sont retrouvés au plus près des décisions. Parmi eux, des officiers de terrain et des responsables locaux racontent une même scène récurrente: l'arrivée progressive de groupes étrangers cherchant à franchir les frontières sous prétexte de protéger
des intérêts économiques, alors que les zones minières devenaient de plus en plus convoitées. Ces témoignages montrent comment, avant même les décisions spectaculaires de 2025, les communautés voisines des gisements avaient déjà compris que quelque chose changeait autour d'elles. Plus de survols, plus de mouvements non identifiés, plus de tentatives de négociations discrètes. Deux micro-cas éclairent ce moment charnière. Dans la région proche des sites de lithium, des civils formés à la défense locale ont signalé, dès le début de l'année 2025, plusieurs incursions de petites unités étrangères cherchant à cartographier les points d'accès. Le rapport n'a jamais été médiatisé, mais il a servi de déclencheur à une politique beaucoup plus ferme envers les sociétés minières soutenues par des puissances extérieures. Plus, au sud, un groupe de chefs traditionnels a relaté avoir été approché pour soutenir des projets d'exploitation accélérés en échange de compensations financières, signe que la pression économique précédait déjà les affrontements ouverts de l'automne. Ces fragments, bien que limités, montrent comment les signaux faibles se sont accumulés, avant les fermetures, avant les affrontements, avant les discours. Les acteurs locaux percevaient déjà l'ombre portée d'une compétition mondiale. Et ils rappellent une question simple qui structure toute la suite. Si les tensions ont émergé sitôt autour des mines, que disent-elles réellement de la bataille à venir? Tout commence lorsque les premières tensions visibles atteignent les frontières maliennes au début de 2025. Les survols se multiplient, les mouvements suspects aussi. Les forces locales repèrent des équipes étrangères avançant par petites unités pour reconnaître discrètement les accès aux mines. Le gouvernement reçoit plusieurs rapports fragmentaires, mais leur accumulation forme un signal d'alarme clair. Quelqu'un prépare le terrain. Dans le même temps, les discussions autour des gisements stratégiques deviennent soudain plus insistantes. Des entreprises proposent des contrats accélérés. Des diplomates multiplient les visites informelles. Le sous-sol malien cesse d'être un espace neutre. Il devient une cible. La phase d'activation se cristallise au printemps. En avril 2025, Bamako décide d'imposer une taxe exceptionnelle de 20% sur les profits étrangers. Le geste paraît technique, mais il frappe fort. Les investisseurs protestent. Certains menacent de suspendre leurs activités. D'autres cherchent, en coulisses, à obtenir des exemptions par des arrangements politiques. Le gouvernement malien refuse. Le rapport de force bascule et, dans les zones minières, les équipes locales commencent à signaler des pressions croissantes. C'est le moment où Ibrahim Traoré comprend que la compétition n'est plus théorique. Elle est entrée dans une phase active. Le 10 octobre 2025 marque l'escalade décisive. Les frontières se ferment. C'est brutal, c'est total. Les partenaires traditionnels dénoncent un repli dangereux. Les médias internationaux parlent d'un virage autoritaire. Mais, sur le terrain, les témoignages dessinent une autre logique. Empêcher l'installation définitive d'acteurs extérieurs au cœur des zones minières. Le pays se verrouille, les accès stratégiques se réduisent, la carte géographique du Sahel change de densité politique en une journée. Le point culminant surgit 5 jours plus tard. Le 15 octobre 2025, un groupe de mercenaires appuyé par une puissance étrangère tente de franchir la frontière sous prétexte de sécuriser des intérêts économiques. L'affrontement est bref, violent, asymétrique. L'armée malienne est en infériorité numérique. Pourtant, elle bloque l'avancée. Les unités adverses se replient après l'apparition de tactiques inattendues utilisées par les forces locales. Ce n'est pas une grande bataille, mais c'est un signal, un message envoyé vers l'extérieur. Le Mali n'est plus un corridor exploitable, le territoire se défend. La réception internationale est glaciale. Les chancelleries occidentales dénoncent une dérive. Les sanctions s'intensifient. Mais dans le pays, la perception change.
Le soutien populaire augmente, nourri par l'idée que l'État protège enfin ce que beaucoup considéraient comme pillé pendant des décennies. La figure d'Ibrahim Traoré gagne en épaisseur symbolique, non pas comme un héros idéologique, mais comme celui qui ose interrompre une dynamique d'exploitation devenue, depuis longtemps, presque invisible. Les conséquences immédiates forment la phase de résonance. Les investissements étrangers se replient temporairement. Les prix internes fluctuent, les tensions diplomatiques montent, mais simultanément, les formations locales se renforcent. Les infrastructures minières passent sous contrôle plus strict. Les communautés proches des gisements s'organisent. Un fonds souverain est lancé le 15 août 2025, redéfinissant l'usage des bénéfices issus des ressources. La région observe. Certains pays voisins s'inspirent, d'autres hésitent. Ainsi se tisse le fil d'un enchaînement sans rupture. Signaux faibles, verrouillage, confrontation, reprise de contrôle. Une trajectoire brève, mais d'une densité politique exceptionnelle, qui montre comment un pays peut modifier son destin quand il décide de repositionner ses ressources au centre de sa souveraineté. La progression des ressources minières du Mali suit un schéma clair. Un réservoir estimé à près de 100 000 tonnes de lithium en janvier 2025, une base qui sert désormais de point d'ancrage pour comprendre l'ensemble des tensions régionales. Ce volume, déjà considérable, a été décrit comme en constante augmentation par le ministère des Mines, indiquant que les prospections successives dévoilent régulièrement de nouvelles poches exploitables. Cette hausse graduelle n'est pas qu'un détail technique. Elle modifie le rapport de force autour du Sahel, créant des lignes d'intérêt qui influencent directement les décisions diplomatiques et les mouvements sécuritaires observés depuis le début de l'année. Plus les estimations montent, plus la pression s'intensifie. Et chaque mise à jour scientifique provoque de nouveaux recalibrages stratégiques chez les acteurs extérieurs. Dans le même intervalle, les marchés mondiaux ont enregistré un second signal déterminant, une augmentation d'environ 30% du prix du lithium en seulement 6 mois. Cette variation rapide, présentée comme exceptionnelle par plusieurs analystes régionaux, découle de l'explosion de la demande internationale liée aux batteries et aux technologies dites vertes. Cette envolée du prix traduit une tension globale. Elle montre comment les ressources maliennes influencent directement un marché international. Elle révèle aussi la vulnérabilité structurelle d'une économie mondiale dépendante de minerais rares. Le décalage entre disponibilité géologique et contrôle commercial devient dès lors un facteur de confrontation. Un troisième indicateur éclaire les dynamiques internes. Environ 60% de la population malienne soutient la fermeture des frontières et l'indépendance énergétique nationale, selon une enquête de juin 2025. Ce pourcentage, loin d'être anecdotique, reflète l'attente accumulée après des décennies d'exploitation perçue comme injuste. Il indique une adhésion populaire durable. Il témoigne d'une convergence entre décisions politiques et attentes locales. Il suggère un changement profond dans la manière dont les Maliens envisagent leur souveraineté économique. Ces trois points, volume des ressources, évolution des prix, soutien massif, forment un triptyque qui structure toute la stratégie mise en place en 2025. Les réserves établissent un socle matériel difficile à ignorer. Les prix tracent les lignes d'attraction extérieure. Le soutien interne assure la légitimité nécessaire aux décisions les plus risquées. En les reliant, on comprend comment Bamako a pu justifier un durcissement inédit de sa politique frontalière et fiscale. La taxe exceptionnelle de 20% sur les profits étrangers, appliquée en avril 2025, surgit ainsi comme la conséquence logique de cette configuration. Elle ne cherche pas seulement à augmenter la part locale des bénéfices, mais à rendre coûteux tout modèle économique qui contournerait la souveraineté malienne.
La chute temporaire des investissements qui s'ensuit confirme l'efficacité du signal. Les entreprises internationales n'opèrent pas plus dans un espace dérégulé, mais dans un cadre redéfini par des règles strictes. Le recul initial des acteurs extérieurs n'est d'ailleurs pas synonyme d'effondrement interne. Au contraire, il accompagne la montée progressive de programmes de formation locale pour occuper les postes techniques auparavant importés. En reliant chaque chiffre à son effet concret, un schéma apparaît clairement. Les données ne décrivent pas seulement le contexte, elles organisent l'action. Le Mali s'appuie sur ses ressources pour remodeler les interactions extérieures, réduire les dépendances et repositionner son économie autour d'un principe central: protéger ce qui, jusqu'ici, attirait les ambitions sans bénéficier à la population. Le débat autour des décisions maliennes se structure autour de deux positions qui, chacune, possèdent une logique interne solide. La première, portée par les défenseurs des mesures adoptées en 2025, affirme que la fermeture des frontières et la taxation exceptionnelle constituent un rempart indispensable face aux tentatives répétées d'ingérence économique. Pour eux, les événements du 15 octobre 2025, l'affrontement direct avec un groupe de mercenaires soutenu par une puissance étrangère, confirme que les menaces ne sont ni théoriques ni lointaines. La présence d'équipes cherchant à sécuriser des intérêts économiques illustre parfaitement, selon cette ligne, l'urgence de reprendre le contrôle territorial avant que des opérateurs extérieurs n'imposent leurs propres priorités. Dans cette perspective, la souveraineté n'est pas un idéal abstrait. C'est une condition de survie dans un marché mondial où le lithium est devenu un pivot déterminant. La seconde position, exprimée par les opposants internes, s'appuie sur un autre ensemble d'arguments. Selon eux, fermer le pays comporte des risques économiques majeurs, notamment l'isolement progressif vis-à-vis des marchés internationaux, la diminution des investissements et la réduction de l'accès à l'aide extérieure indispensable à certains secteurs. Ils craignent que les nouvelles règles fiscales et les tensions diplomatiques n'entraînent une stagnation prolongée, particulièrement dans un pays où de nombreuses infrastructures dépendent encore de partenariats étrangers. Pour ce camp, l'ouverture contrôlée, la négociation active et la diplomatie élargie constituent des voies plus sûres pour protéger les ressources sans menacer la stabilité économique interne. Pour dépasser l'apparente opposition, il faut confronter ces deux lignes aux données disponibles. Les chiffres de 2025 montrent en effet une situation paradoxale. Malgré les tensions, près de 60% de la population soutient les mesures de fermeture, ce qui indique que les inquiétudes sur l'isolement ne sont pas perçues comme prioritaires par une majorité. De même, la hausse de 30% du prix du lithium montre que l'intérêt international pour les ressources maliennes ne faiblit pas, même dans un contexte de blocage. Et les rapports sur les incursions et pressions économiques suggèrent que l'ouverture sans condition pourrait exposer le pays à des dynamiques d'exploitation encore plus fortes. Ainsi, les préoccupations des deux camps sont légitimes, mais les données récentes tendent à montrer que la pression extérieure sur les ressources crée un environnement où la prudence stratégique devient difficile à dissocier de la défense économique. Tout bascule d'un coup, au milieu des discours, des sanctions et des confrontations diplomatiques, un geste inattendu vient redistribuer les cartes: la création du Fonds souverain national, annoncé le 15 août 2025, financé directement par les revenus des ressources minières. Ce geste, apparemment administratif, modifie pourtant l'équation stratégique en profondeur. En internalisant la captation des profits, le Mali transforme une bataille défensive en stratégie structurelle et place la redistribution interne au cœur d'un modèle nouveau. C'est précisément ici que la figure d'Ibrahim Traoré reprend tout son poids politique.
car ce choix ne relève pas de la communication, mais d'un projet destiné à rompre le cycle extraction-exportation qui a marqué l'histoire du pays. La décision n'isole pas seulement les acteurs extérieurs, elle crée un précédent susceptible d'inspirer d'autres États africains confrontés à des logiques similaires d'exploitation. Et derrière cette transformation, une réalité se dessine. Si les ressources deviennent un levier de souveraineté, elles redéfinissent aussi la manière dont un pays dialogue avec ses voisins, ses opposants et ses partenaires involontaires. Le milieu du récit n'est donc pas un simple pivot narratif, il marque l'instant où la défense devient contre-proposition, où le terrain cesse d'être subi et commence à être modelé. Les décisions prises en 2025 produisent des effets concrets qui se déploient dans quatre directions distinctes. Chaque dynamique s'enracine dans des faits déjà observables et révèle comment un choix politique peut remodeler un paysage entier. Pour les populations maliennes, les répercussions immédiates sont visibles autour des zones minières et dans les villes en expansion. La création du Fonds souverain national, alimenté par les revenus des ressources, redéfinit la perception de la richesse collective. La baisse d'environ 10% du chômage au cours des 6 premiers mois de 2025 constitue un repère symbolique et matériel, une preuve que la redistribution n'est plus un horizon lointain, mais un mécanisme déjà enclenché. Les programmes de formation technique destinés à remplacer progressivement les experts étrangers renforcent cette impression. Dans ce paysage, la position d'Ibrahim Traoré est perçue comme un point de stabilité, non pas une figure distante, mais un acteur qui a réorienté le flux des bénéfices vers l'intérieur. Les entreprises locales, longtemps marginalisées par la présence dominante des multinationales, trouvent un espace d'action inédit. La taxe exceptionnelle de 20% sur les profits étrangers crée un vide temporaire dans les investissements, mais ouvre simultanément un champ d'opportunités pour les opérateurs maliens. Les structures minières passent sous un contrôle plus rigoureux, ce qui stimule les initiatives nationales et renforce la capacité interne à gérer extraction, transport et transformation. L'effet n'est pas linéaire, mais la tendance est claire. Une économie autrefois dépendante des flux extérieurs commence à se construire des fondations autonomes, appuyées sur une stratégie visant à retenir la valeur créée sur le territoire. Sur le plan diplomatique, le repositionnement malien agit comme un signal puissant. La fermeture des frontières et les affrontements du 15 octobre 2025 montrent que le pays est prêt à assumer des coûts politiques élevés pour préserver ses ressources. Les Nations unies convoquent une réunion d'urgence et les puissances occidentales intensifient les sanctions. Mais, paradoxalement, plusieurs pays voisins perçoivent cette fermeté comme une possible matrice d'émancipation régionale. La création du Fonds souverain et l'appel à former un bloc économique africain renforcent cette dynamique, transformant un isolement diplomatique apparent en point de ralliement potentiel contre les modèles d'exploitation antérieurs. À l'échelle régionale, les effets dépassent les frontières maliennes. Les tensions autour des ressources stratégiques se répercutent sur les équilibres du Sahel, où d'autres nations observent, évaluent et révisent discrètement leurs propres politiques extractives. La montée en puissance du Mali, soutenue par les données géologiques et la consolidation interne, crée un précédent. Un pays du Sahel peut opposer une résistance organisée aux pressions extérieures. Dans ce cadre élargi, la trajectoire impulsée par Ibrahim Traoré agit comme un catalyseur. Elle ouvre la possibilité d'une coordination régionale nouvelle, fondée sur l'idée que la souveraineté économique peut devenir le socle d'une stabilité élargie. Ainsi, les conséquences ne se réduisent ni à l'économie ni à la diplomatie. Elles recomposent d'un espace entier, du foyer malien jusqu'aux frontières du Sahel, et redéfinissent ce que signifie disposer réellement de ces ressources.
Les prochains mois s'ouvrent sur 3 trajectoires possibles, chacune portante d'enjeux profonds pour l'économie malienne et son positionnement régional. Elles ne prédisent pas l'avenir, mais décrivent les arcs plausibles découlant des décisions déjà prises: fermeture des frontières, taxation exceptionnelle, montée en puissance du fonds souverain et restructuration interne autour des ressources stratégiques. Dans cette configuration intermédiaire, le Mali parvient à stabiliser les mécanismes mis en place depuis 2025. Les investissements étrangers se contractent, mais les acteurs locaux prennent progressivement le relais dans l'exploitation et la gestion des infrastructures minières. Le fonds souverain continue d'alimenter des projets ciblés, soutenant l'emploi et les formations techniques. Les tensions internes demeurent, notamment autour de la répartition des bénéfices issus des ressources, mais elles n'atteignent pas un seuil critique. Le pays maintient une capacité de négociation régionale, cherchant à établir des partenariats plus équitables avec les voisins du Sahel. Ce scénario repose sur un équilibre fragile mais soutenable. Dans la version la plus favorable, l'exemple malien devient un point d'appui pour une coordination économique élargie. Des pays tels que le Niger, le Burkina Faso ou la Guinée pourraient rejoindre un bloc destiné à défendre collectivement les ressources naturelles et renégocier les rapports de force historiques avec les puissances extérieures. Cette coalition, encore embryonnaire, gagnerait en influence en mutualisant infrastructures, capacités logistiques et stratégies de valorisation. Une telle dynamique ouvrirait la voie à un essor régional avec des investissements ciblés dans les transports, l'énergie et les projets communs d'industrialisation. Elle transformerait un geste de souveraineté isolé en mouvement continental. Dans la trajectoire la plus contraignante, les pressions extérieures se durcissent. Les sanctions économiques limitent l'accès au marché, les exportations ralentissent et la capacité du pays à valoriser ses ressources se réduit. Les prix internes augmentent, l'inflation se propage et les infrastructures déjà fragiles subissent un retard supplémentaire. Les tensions sociales pourraient alors se renforcer, créant un environnement difficile à stabiliser sans concession majeure. Dans ce cas, la souveraineté défendue depuis 2025 se heurte aux contraintes d'un système international peu réceptif aux modèles non alignés. Plutôt que de s'enfermer dans la logique d'un scénario unique, l'enjeu consiste à analyser comment chacun reflète les lignes de force identifiées en 2025. Pression sur les ressources, compétition internationale, capacité intérieure et alliances régionales. C'est dans l'articulation de ces facteurs que se jouera réellement la trajectoire malienne. Les événements récents au Mali ne relèvent pas seulement d'un jeu de puissance. Ils touchent directement des groupes et qui, jusqu'ici, n'apparaissaient que marginalement dans les analyses géopolitiques. Pour les jeunes générations maliennes, l'évolution du pays représente un double enjeu: accéder à des emplois nouveaux dans les secteurs miniers et énergétiques et participer à la construction d'un modèle économique qui retient enfin la valeur produite localement. Les formations techniques mises en place depuis 2025 ouvrent des perspectives concrètes, et la baisse du chômage renforce l'idée qu'un changement structurel est possible malgré les pressions extérieures. Pour les familles vivant près des zones minières, la situation est plus ambivalente. D'un côté, les revenus potentiels issus du fonds souverain alimentés par les ressources stratégiques suscitent un espoir réel. De l'autre, les tensions liées aux tentatives d'ingérence ou aux opérations sécuritaires rappellent que ces régions concentrent désormais l'attention d'acteurs multiples. Les habitants évoluent donc entre promesses économiques et vigilance permanente, conscients que leur territoire est devenu un espace stratégique. Pour les citoyens maliens établis à l'étranger, la transformation en cours représente un examen de cohérence. Les récits véhiculés par les médias internationaux
contraste parfois fortement avec les témoignages issus du terrain. Cette tension entre image extérieure et réalité locale invite chacun à s'interroger sur les sources qui façonnent son regard et sur les récits dominants qu'il accepte ou conteste. Dans ce contexte, deux suggestions s'imposent. D'abord, multiplier les sur les échanges directs avec les acteurs locaux pour dépasser les filtres médiatiques et comprendre les dynamiques réelles. Ensuite, considérer que les conséquences des choix énergétiques et miniers dépassent donc largement les frontières maliennes. Elles interrogent la manière dont chaque société valorise ou protège ses propres ressources. Pour que les avancées amorcées en 2025 puissent se maintenir, il devient essentiel de transformer les gestes politiques récents en une trajectoire structurée. Les décisions déjà prises montrent qu'un pays peut modifier son rapport aux puissances extérieures, mais leur consolidation exige un ensemble de pas mesurés, ordonnés et cohérents. La figure d'Ibrahim Traoré apparaît ici comme un point d'impulsion, mais la durabilité dépend d'un cadre plus large associant institutions, communautés et partenaires régionaux. L'essor des programmes de formation engagés en 2025 doit être intensifié. L'objectif est clair: que les Maliens assurent eux-mêmes les postes techniques clés dans les secteurs miniers et énergétiques. Former davantage de géologues, ingénieurs et techniciens constitue la première pierre d'une souveraineté durable, car le contrôle scientifique et opérationnel des gisements détermine la marge de manœuvre future. Même si les ressources minières jouent un rôle central, le pays doit stabiliser son économie en développant agriculture durable, tourisme contrôlé et technologie locale. Cette diversification atténue la vulnérabilité aux fluctuations du marché mondial du lithium et crée des filets de sécurité économique. La proposition d'un bloc économique régional doit être suivie d'actes concrets: accords de coopération, partage d'infrastructures, harmonisation fiscale. Une coordination plus large permettrait de négocier face aux grandes puissances depuis une position collective, réduisant les pressions bilatérales. Électricité, routes et réseaux logistiques doivent être renforcés pour réduire les coûts de production. Sans cette base matérielle, aucune politique de souveraineté ne peut tenir durablement dans la durée. Pour que la population reste engagée, le fonds doit intégrer des mécanismes de contrôle citoyen. La légitimité de la stratégie repose sur la confiance, et celle-ci ne se maintient que par une transparence réelle. Lorsque l'on revient vers ces communautés rencontrées au début du récit, celles qui observaient, depuis les abords des zones minières, les mouvements inhabituels de groupes étrangers, on mesure mieux la portée des choix accomplis en 2025. Ces témoins silencieux qui avaient perçu avant tout le monde que leur territoire devenait un enjeu mondial, voyaient désormais les lignes bouger. Les formations locales se multiplient, les infrastructures commencent à se renforcer, et les bénéfices issus des ressources semblent enfin destinés à circuler vers l'intérieur plutôt que de s'évaporer au-delà des frontières. Dans cet horizon mouvant, la présence d'Ibrahim Traoré agit comme un fil conducteur, non parce qu'il incarne à lui seul l'avenir du pays, mais parce que son action a rendu visible ce que beaucoup ressentaient sans pouvoir le formuler: le Mali peut reprendre la maîtrise de ce qui lui appartient. Cette idée, simple en apparence, rompt avec des décennies d'impuissance imposée. Et les récits des habitants proches des gisements, cela même évoqué dans les premiers fragments du parcours, rappelle que la souveraineté n'est jamais abstraite. Elle se vit dans le quotidien des villages, dans les gestes de protection du sol, dans la conscience nouvelle d'un peuple qui refuse d'être effacé. Une nation peut changer son destin. C'est cette certitude, née au croisement des décisions politiques et de la vigilance populaire, qui donne au moment présent sa résonance singulière.
Ce qui se joue aujourd'hui au Mali dépasse largement les frontières nationales. C'est une réflexion globale sur la manière dont un peuple peut protéger ses ressources, renforcer sa dignité et affirmer son rôle dans un monde dominé par des intérêts économiques souvent opaques. Les décisions de 2025, qu'elles soient perçues comme courageuses ou risquées, invitent chacun à reconsidérer la valeur des récits dominants et à écouter davantage les voix issues du terrain, celles qui racontent une autre réalité que celle construite par les analyses extérieures. Soutenir ces dynamiques, ce n'est pas prendre parti pour une faction, c'est reconnaître qu'un pays qui défend ses ressources cherche avant tout à maîtriser son avenir. La question est alors collective. Que peut faire chaque citoyen, chaque observateur, chaque membre de la diaspora pour encourager des modèles plus justes fondés sur la transparence et la souveraineté économique? Si cette histoire vous a interpellé, partagez-la, discutez-la, confrontez-la aux récits habituels et ouvrez des espaces où les trajectoires africaines peuvent être pensées sans filtre.